Alors voilà, donc l'objectif du TD que vous avez devant vous, donc vous avez, j'espère que vous l'avez téléchargé, votre document, donc on a mis sur la plateforme. Alors, il s'agit d'étudier quelques réponses morphologiques, physiologiques et biochimiques des plantes face à deux types de stress abiotiques. Alors, on a choisi deux types. La salinité, on va regarder la réponse des plantes à la salinité et on va regarder la réponse des plantes à des températures basses. Alors, pour ce qui est de la salinité, bien sûr, on a dit au départ que la réponse des plantes, elle va dépendre de caractéristiques du stress et des caractéristiques qui sont liées à la plante. Alors ici, on va regarder l'effet de la salinité en étudiant deux intensités de stress différentes, voir la réponse des plantes. Et pour les températures, on va donc jouer sur la durée et la durée d'exposition, bien sûr, à la basse température. Et on va également jouer sur le facteur plante qui est l'espèce. Donc, on verra l'étude chez deux espèces différentes. Voilà donc pour l'objectif. Et on va commencer dans un premier temps par l'effet du stress salin et la réponse des plantes à un stress salin. Alors, je vous demanderai par la suite, bien sûr, d'être interactif. On va passer disons, le détail de l'expérience. Après, on verra les résultats et je vous demanderai à vous d'intervenir pour essayer d'expliquer, d'interpréter les résultats obtenus en se basant sur certains paramètres que l'on a vus dans cette introduction et en se basant également sur vos connaissances de l'année dernière. Alors, l'expérience A concernant la salinité. Alors, dans le but d'examiner l'effet d'un stress salin sur la croissance, le rendement, les réponses physiologiques et antioxydantes de la plante Vicia faba, des expériences ont été menées en pot sous serre avec différentes concentrations de sel. Alors, première question, vous savez, est-ce que vous connaissez la plante Vicia faba? Ça, c'est le nom latin, donc le nom scientifique. Connaissez-vous le nom commun de cette plante? Si quelqu'un connaît, vous ouvrez votre micro et vous répondez. Vicia faba, c'est quelle plante? La fève. La fève. Parfait, très très bien, c'est juste. Donc Vicia faba, donc c'est une fève, donc c'est la fève. Alors donc cette étude a été menée sur la fève et on va regarder l'effet du stress salin sur cette fève. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on réalise l'expérience? Bien, on cultive des plantes dans des pots et on les met sous serre, donc dans des conditions contrôlées. Donc on contrôle tous les autres paramètres et on va seulement faire varier un seul paramètre qui est la salinité. Alors comment est-ce qu'on va créer un stress salin? Eh bien tout simplement en arrosant nos plantes avec des solutions qui contiennent du sel. D'accord? Alors, vous voyez ici, donc deuxième paragraphe, les plantules arrosées au 16e jour, c'est-à-dire 16 jours après le semis. On va arroser nos plantes avec de l'eau du robinet, ça va être la référence, donc normal. Soit on va l'arroser avec une eau salée, et là on vous donne la conductivité de cette eau pour avoir une idée sur le degré de salinité. Eh bien, la première eau, elle est salée avec 3,13 décisiemens par mètre. Ça, c'est la conductivité de la solution. Donc, ça sera la solution 1. Et le deuxième essai, donc la deuxième concentration, disons, donc on va avoir une autre eau salée, cette fois-ci un peu plus, disons le double de la première. Donc, on va avoir une solution qui est à 6,5 décisiemens par mètre. Ce sera donc notre solution S2. Alors là, vous voyez déjà que celle-ci, là, elle est le double de la première. Alors, on va regarder, on va donc continuer à arroser nos plantes avec cette eau pendant donc un certain nombre de jours. Et puis, au bout du 75e jour, donc après un certain temps, après le semis, on va prélever des échantillons, on va prélever les plantules et on va faire des dosages. On va regarder plusieurs paramètres. Alors, premier paramètre, donc on verra la croissance déjà. On verra la croissance. On dosera la teneur en certains éléments
tels que la proline, les caroténoïdes. On regardera également l'activité des enzymes antioxydantes et on regardera également l'accumulation de ce qu'on appelle les MDA, qui vont nous donner une idée sur la peroxydation lipidique, c'est-à-dire sur la dégradation de la membrane. Les MDA, ce sont donc, on a dit, des indicateurs de stress oxydatif. Alors, bien sûr, je vous demanderai d'analyser, d'interpréter au fur et à mesure ces résultats. Alors, premier résultat, donc, ce concernera la croissance. Alors, lorsqu'on a étudié ou analysé plutôt la croissance chez ces plantes, on l'a analysé comment? Eh bien, tout simplement en mesurant la hauteur des parties aériennes. Donc, on mesure la hauteur des tiges, donc la hauteur des parties aériennes, dans différentes situations. Alors, vous avez devant vous la légende qui vous montre la hauteur, c'est en centimètres, d'accord? C'est l'élongation. On a la situation là, le bleu c'est S0, c'est des plantes arrosées avec de l'eau du robinet. En rouge, ce sont les plantes arrosées avec la solution S1. Et en vert, vous avez les plantes arrosées avec la solution S2. Alors, j'attendrai vos commentaires pour me dire ce que vous avez constaté ici. Je vous écoute. Alors, une phrase qui résume ce qui se passe. Madame, Oui, vas-y. plus la salinité augmente, plus l'élongation des tiges ou bien l'élongation diminue. Oui, alors ça veut dire quoi ça? Si l'élongation diminue, ça veut dire quoi? Euh, Qu'est-ce qui est donc, touché là? Qu'est-ce qui est touché en fait? Donc l'élongation elle représente quoi? la croissance. La croissance. L'augmentation de la taille des cellules. Effectivement, donc c'est la croissance. D'accord? Très bien. Donc effectivement, nous avons la salinité. Donc au fur et à mesure qu'elle augmente, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la croissance, elle diminue. Très bien. Alors vous avez constaté aussi que la croissance, elle est d'autant plus affectée que le taux de sel est important. Très bien. Donc la salinité affecte la croissance des plantes. Et donc, on a un effet inhibiteur de l'élongation qui est en fait dose dépendant, puisque vous avez dit que plus la concentration est importante, plus la croissance des tiges, elle est réduite. Très bien. Alors, on va regarder en fait la croissance. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est une fonction qui nous renseigne sur disons, c'est la résultante de plusieurs réactions à l'intérieur de la plante. La croissance, c'est la résultante de plusieurs fonctions physiologiques et métaboliques à l'intérieur de la plante. Vous êtes bien d'accord? Qu'est-ce qui permet à la plante de croître? Eh bien, c'est plusieurs fonctions à l'intérieur de la cellule qui vont avoir lieu dans différents types d'organes. Et c'est ça qui va aboutir à une croissance. Il faut bien le comprendre parce que la croissance n'est pas un paramètre indépendant. Au contraire, lui, c'est le résultat final. Alors, est-ce qu'on n'a pas de croissance? On a une croissance, mais cette croissance, elle est limitée. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre par les résultats qui vont suivre, par l'analyse qui va suivre, on va essayer de comprendre comment est-ce que la croissance, elle a été affectée. Bien, alors on va regarder également un autre type ou un autre paramètre qui toujours parle de la croissance, cette fois-ci, toujours la même chose, cette fois-ci c'est l'accumulation de biomasse, donc le poids de matière sèche, et le rendement qui est le nombre de graines obtenues à la fin. D'accord? Puisque là, c'est une plante qui a été cultivée pendant 75 jours, donc ça fait 2 mois et demi, donc on a pu aller jusqu'à la récolte des graines, on essaie de voir l'effet sur le rendement. Alors, bien sûr, on a vu que le poids, la croissance des tiges est réduite. Là, on va voir le poids de matière sèche de la plante en entier, d'accord? Et on va essayer de regarder également l'effet sur le rendement en graines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne la matière sèche et le rendement? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a un effet? Il n'y a pas d'effet? Oui, vas-y. Concernant la matière sèche, Oui. on a une diminution au fur et à mesure qu'on augmente la concentration en salinité. La même chose pour
pour le nombre des graines. Oui. Alors, effectivement, est-ce que le poids de matière sèche qui baisse, est-ce que c'est normal par rapport à la croissance qu'on vient de voir tout à l'heure? Il n'y a pas un grand changement, mais bon, ça, on remarque qu'il y a la diminution de la quantité. Oui, il y a effectivement une diminution. Ça, je suis tout à fait d'accord. La question est juste de voir est-ce que cette diminution de poids de matière sèche est concordant, est-ce que ça va dans le même sens que la baisse de la croissance des parties aériennes qu'on a vu tout à l'heure, ici. Oui, Oui, bien sûr, il y a une concordance, effectivement. C'est normal. Donc, ici, si j'ai la croissance des tiges qui a diminué, bien sûr, ça va affecter le poids de matière sèche. C'est logique. D'accord? Et on voit également que l'on a une diminution du nombre de grains. Alors, on peut dire donc que on a plus le taux de sel est élevé, ok? Plus le rendement en graines il est faible. Donc, la salinité, elle affecte aussi bien la biomasse. La biomasse, c'est le poids de matière sèche ou matière fraîche. D'accord? Ça s'appelle la biomasse. Donc, la salinité affecte aussi bien la biomasse que le rendement des grains. Alors là, on va se poser une petite question quand même. À quoi est due cette réduction de la matière sèche? Alors, afin de répondre à cette question, il faut quand même savoir c'est quoi la matière sèche. Alors, c'est quoi la matière sèche? C'est quoi la matière sèche? Aucune réponse? Bon, c'est quoi la matière fraîche? C'est quoi la matière fraîche? La matière fraîche, c'est quoi? Le poids frais, c'est quoi? Le poids total de la Poids plante. initial. Poids initial. Le poids frais, c'est quoi? Juste ça, une question simple. Le poids frais d'une plante, c'est quoi? Oui? Le poids total de la plante. C'est-à-dire? Le poids de la plante frais, sans déshydrater. Oui, ça veut dire quoi, le poids frais? Si je vous demandais d'écrire une formule, le poids frais égale, le poids frais égale quoi? Le poids Oui? le sèche, poids sèche de l'eau. Très, très bien. le poids Voilà, sèche c'est de simple. l'eau. C'est le poids sec plus eau. Très bien. Maintenant, l'eau, on le connaît. Maintenant, le poids sec, c'est quoi? Le poids sec égale quoi? Le poids fraîche, moins la quantité. Oui, c'est juste. Mais ça reste toujours, c'est quoi le poids sec? C'est deux On fois ne l'a pas divisé. identifié. Oui, mais on ne l'a pas identifié. Il est constitué de quoi? Qu'est-ce qui constitue la matière sèche d'une plante? C'est-à-dire que si j'enlève l'eau, qu'est-ce qui reste? Si Matière j'enlève l'eau? organique minérale. Ah, très bien. Voilà, très bonne réponse. En fait, la matière sèche, c'est quoi? C'est juste la matière organique plus la matière minérale. D'accord? Parfois, la réponse est tellement simple qu'on ne la voit pas. Très bien. Donc, en fait, la matière sèche, c'est la matière organique plus la matière minérale. Si j'ai une réduction de la croissance, et donc une réduction de croissance, elle est due à une réduction de quoi? De la matière sèche. Ça veut dire que j'ai une réduction dans les teneurs en matière organique et en matière minérale. Donc, il faut bien garder ça en tête parce que c'est ça qu'on va essayer de chercher à comprendre. Qu'est-ce qui fait que j'ai une baisse de matière organique et de matière minérale à l'intérieur de la plante qui fait que j'ai une baisse de la croissance? C'est bon? Alors, on va pousser l'analyse un peu plus loin et on va regarder quel est l'effet de la salinité sur la matière organique, justement. Et on va prendre comme paramètre les sucres. Parfait? Donc, on va regarder les sucres. Alors, quel est l'effet de la salinité sur le taux de sucre totaux à l'intérieur? Et cette fois-ci, ça a été mesuré dans les graines, d'accord? Dans les graines de la fève. OK? Alors, que montre le graphique? Alors, juste pour votre information, le petit a, petit b, petit c, c'est des indices relatifs à l'analyse statistique qui montrent qu'il y a des différences significatives
Ça, on l'a vu en TP. On vous a dit que lorsqu'on présente des moyennes, on utilise soit des écarts types, soit des intervalles de confiance, soit qu'on fait des analyses de variance qui permettent de voir est-ce que, quand je compare deux traitements différents, est-ce que la différence est statistiquement significative ou pas. Alors ici, les lettres que vous voyez ABC, au niveau de chaque histogramme, montrent qu'en fait, la différence entre les traitements est vraiment significative. Okay, voilà, donc les sucres totaux ont été mesurés dans les graines de la fève et on a regardé la réponse selon les traitements témoins ou traitements salins. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rapidement, parce que les réponses ici, elles sont faciles. L'analyse est facile, mais c'est l'interprétation qui va nous pousser un petit peu à réfléchir. Oui? J'aimerais que tout le monde participe. Là, vous n'avez aucune crainte, vous pouvez parler librement, moi je ne vous vois pas. Alors soyez libre de dire ce que vous voulez. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Allez-y. Est-ce qu'il y a un effet sur les sucres totaux? Oui, il y a un effet. Au fur et à mesure que la concentration de la salinité augmente, puisque le taux des sucres totaux diminue. Très bien. Voilà, donc c'est simple en fait, l'analyse elle est très simple, ça se voit, c'est clair que la teneur en sucre, elle diminue au niveau des graines. Bien, alors retenez bien cette information, parce que ça va, les sucres c'est quoi finalement? Ça va être un résultat de réaction métabolique qui se passe à l'intérieur de la cellule. Bien. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'écho, j'aimerais bien que vous fermiez vos micros. Vous les ouvrez que pour répondre, s'il vous plaît, juste pour éviter qu'il y ait un écho, tout simplement. Alors, je répète, donc je dis que si j'ai une teneur en sucre totaux qui est faible, eh bien, ça reflète une fonction physiologique et métabolique au niveau de la plante qui est affectée. Très bien. Alors, on va s'en rappeler et on va essayer de réfléchir tout de suite. On peut d'ailleurs répondre tout de suite. Qu'est-ce qui peut affecter les teneurs en sucre, à votre avis? Qu'est-ce qui peut affecter la teneur en sucre? Qu'est-ce qui va être, quelle est la fonction physiologique au niveau de la plante qui est impliquée dans la synthèse des sucres? Quelle est la fonction physiologique? La photosynthèse. Bien sûr, c'est la photosynthèse. Très bien. Bien. Alors, si j'ai une réduction de la teneur en sucre, ça veut dire que probablement j'ai une réduction au niveau de la photosynthèse. Très bien. Donc, on va se rappeler de cette notion. On va y revenir tout à l'heure. Je vais vous présenter d'autres résultats et on va essayer de faire une analyse des deux. D'un autre côté, on va regarder la synthèse, ou plutôt le taux des protéines à l'intérieur des graines. Alors, on voit très bien ici, qu'est-ce qu'on constate? On a quoi quand on regarde la teneur en protéines des graines? La fève, c'est une plante qui est très, très, très riche en protéines. Elle est utilisée comme source de protéines pour les gens, vous savez, les gens végétariens qui ne mangent pas la viande, ils mangent beaucoup les protéines végétales. Et l'une des plantes les plus riches en protéines, c'est effectivement la fève. OK? Donc, qu'est-ce qu'on constate ici, là? L'effet sur les protéines. Madame, s'il vous plaît, on n'a pas entendu ce que vous avez dit. OK, je répète. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Alors, j'ai dit, nous avons vu dans le premier graphique qu'on a une réduction du taux de sucre. Et vous avez dit que la fonction qui est liée, donc c'est la photosynthèse. Donc, probablement, nous avons une réduction de la photosynthèse. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qui peut engendrer une réduction de la photosynthèse. Et le deuxième paramètre étudié, c'est la teneur en protéines. Et les protéines, ici, ont été dosées chez les graines de la fève. Et on constate que lorsqu'on applique un stress, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les teneurs en protéines ne changent pas? Est-ce qu'ils augmentent? Une diminution de Il diminue presque Effectivement, la c'est moitié. très très bien, effectivement. Nous avons une très très forte diminution des teneurs en protéines. Alors,
Bon, faites attention, c'est pas vraiment la moitié. Faites attention parce que le minima c'est 19 et le maxima c'est 25. Donc ça baisse de 25 jusqu'à 21. OK? Donc quand on change l'échelle, on peut se tromper, donc faites attention. Il y a une baisse. Il y a une baisse qui est significative, effectivement, mais ce n'est pas de moitié. OK? Donc, on va dire que l'on a une baisse des teneurs en protéines. Bien. Qu'est-ce qui peut affecter la synthèse des protéines, à votre avis? Quelles sont les fonctions physiologiques qui peuvent affecter la synthèse des protéines? Alors, pour répondre à cette question, il faut voir la protéine, elle est composée de quoi? La protéine est composée d'acides aminés. Et un acide aminé est composé de quoi? Il est formé de quoi? Un groupement carboxylique et un groupement d'amine. Très bien. Donc, on a un groupe carboxyle et on a un groupement qui est amine. Donc, le groupe amine, bien sûr, carboxyle, ça contient du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et le groupement amine contient quoi? L'azote. L'azote. Très bien. Donc, c'est un NH2. OK? Donc, il y a de l'azote essentiellement. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut affecter la synthèse des protéines? Bien sûr, en affectant la synthèse d'acides aminés. Qu'est-ce qui peut affecter ou comment peut-on affecter la synthèse d'acides aminés? Comment est-ce qu'on peut avoir une baisse du teneur en acides aminés? Parce que c'est ça, en conséquence, on va avoir une baisse des protéines. Qu'est-ce qui va manquer au niveau de la plante pour que j'ai moins d'acides aminés? Les Bien sels sûr, minéraux. azote. Donc, il peut y avoir un manque d'azote, effectivement. Azote et autres sels minéraux, effectivement, parce qu'au niveau des acides aminés, on peut avoir du soufre, etc. Donc, on a donc baisse d'azote essentiellement. Très bien. Donc, si on a un manque d'azote, on va avoir un manque d'acides aminés. Quoi encore? À part l'azote, alors on a dit qu'on a un groupe amine et un groupement carboxyle. Carboxylique. Donc, un manque de quoi? CO2. De CO2, effectivement. Alors, est-ce que vous voyez la liaison entre la baisse des teneurs en protéines et la baisse des teneurs en sucre? Est-ce que vous voyez la relation entre la teneur, la baisse des teneurs en protéines et la baisse des teneurs en sucre? Est-ce que vous voyez la liaison? Est-ce qu'il y a un rapport ou c'est indépendant? Oui, il y a un rapport. Il y a un rapport. Lequel? La photosynthèse. Effectivement, la photosynthèse, qu'est-ce qu'elle fournit? De CO2 et de sucre, de glucose. Alors, la photosynthèse ne fournit pas de CO2. Elle utilise le CO2 pour former des sucres. Et les sucres, qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite? Les sucres, qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite? Là, c'est la biochimie. Vous avez vu ces cours. Eh bien, disons que une fois que vous avez le CO2 fixé, vous avez fabrication, synthèse des sucres, ok? Et une fois que ces sucres sont fabriqués, eh bien, on va avoir bien sûr la glycolyse, et puis après, on va avoir formation de toutes les molécules carbonées qui peuvent se trouver dans une cellule. À l'origine, c'est le CO2. Toutes les molécules organiques à l'intérieur de la cellule, au début, c'était le CO2. Donc, ce qui va limiter la synthèse de tous les squelettes carbonés à l'intérieur de la cellule, eh bien, c'est la photosynthèse. Tout ce qui freine la photosynthèse va freiner la synthèse des autres molécules carbonées à l'intérieur de la cellule. Bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce qui peut également affecter la synthèse des protéines, c'est le manque d'azote. L'azote, d'où est-ce qu'il vient? D'où vient l'azote? Pour la majorité des plantes, d'où vient l'azote? Du sol. Bien sûr, il est pris à partir du sol. Très bien. Même pour l'azote moléculaire, l'azote atmosphérique, il n'est pas pris par la plante directement à partir de l'air.
il est pris à partir des racines grâce aux rhizobiomes qui sont liés aux racines, qui vont transformer cet azote moléculaire en azote minéral, qui est l'ammonium. Donc l'azote, quelle que soit son origine, il est pris au niveau des racines. Donc c'est l'absorption de l'azote, qui va donc limiter la synthèse des protéines. Donc en fait, la synthèse des protéines elle peut être limitée de deux manières, via la limitation de l'entrée de CO2 et la limitation de l'entrée de l'azote. Est-ce qu'on est bien d'accord? Vous me suivez? Très bien. Alors, je vous parle de tout ça parce que ça va nous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule lorsqu'elle est soumise à un stress salin. Pourquoi? Maintenant, on va faire la liaison. Pourquoi en présence d'un stress salin, en présence de sel? Et lorsque je dis le sel, c'est le NaCl, le sodium plus chlore. C'est ça le sel. Donc, lorsqu'on a un stress salin, qu'est-ce qui fait que l'on a une baisse du taux de sucre, une baisse des taux de protéines? Alors, on a vu, pour récapituler déjà ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, la salinité diminue le taux de sucre, donc il y a une réduction de la biosynthèse des sucres, donc une réduction de la photosynthèse. On va voir comment. D'accord? Et la deuxième situation, c'est que l'on a également une réduction du taux de protéines. Alors, on va essayer de faire la liaison maintenant entre baisse des teneurs en sucre, donc baisse de la photosynthèse, baisse de la teneur en protéines, qu'on a dit liée à la baisse de l'absorption de l'azote et à la baisse de l'absorption de CO2, donc la photosynthèse. On va essayer de comprendre ça et le relier avec le NaCl. Vous êtes avec moi? Oui. Oui. Très bien. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. Voilà. Alors, on va voir que la salinité, elle affecte la croissance et le rendement d'une plante à différents niveaux, c'est-à-dire de différentes manières. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une action, mais il y a plusieurs actions en fait du sel. Elle peut agir sur le potentiel osmotique du sol. C'est normal. Si je mets du sel dans de l'eau, qu'est-ce que je vais faire? Le potentiel osmotique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ou baisser? Première question. Je mets du sel dans de l'eau. Par rapport à l'eau du robinet, est-ce que je vais avoir un potentiel osmotique qui baisse ou qui monte? Monte. Alors, j'ai deux réponses, monte et baisse. J'ai deux réponses. Laquelle est bonne? Ça ne peut pas monter et descendre. Il monte. Le potentiel va augmenter. Le potentiel osmotique va augmenter. Il va baisser. Alors si vous voulez répondre, rappelez-vous à quoi est égal le potentiel osmotique. Rappelez-vous, c'était l'objet du TP, il y avait même le cours là-dessus et le TD là-dessus. Le potentiel osmotique est égal à quoi? La formule. La fameuse formule du potentiel osmotique. Le potentiel osmotique est égal? Oui? Potentiel hydrique. Moins potentiel de turgescence. Attention, je suis en train de parler du sol. Dans le sol, il n'y a pas de turgescence, d'accord? Le potentiel hydrique. Plus le potentiel soluté. Là, le potentiel osmotique du sol, il n'y a pas de turgescence. Donc, il est égal à quoi le potentiel osmotique? Le potentiel hydrique. Il est égal au potentiel hydrique. À quoi est égal le potentiel hydrique du sol? Il dépend de quoi? Il dépend de quoi? De la concentration. Ah, très bien. De la concentration, oui. Donc, moins CRT, je pense. Très donc, bien. il est inversement Parfait. proportionnel avec la concentration. Ah, parfait. Il est inversement proportionnel à la concentration. Donc, il est égal à moins CRT. Alors, Siham, toi qui disais que ça augmente, alors est-ce que ça augmente ou ça descend lorsqu'on met du sel? Baisse. Il baisse. On est d'accord? Donc, effectivement, le potentiel osmotique, il va baisser. Alors, le potentiel osmotique d'un sol, rappelez-vous-en, parce qu'on va parler par la suite du potentiel hydrique, ils sont égaux. Potentiel osmotique du sol égale potentiel hydrique du sol. C'est la même chose. Ça, on l'a vu, on l'a revu donc l'année dernière, donc c'est clair. Et le potentiel osmotique, il est inversement proportionnel à la concentration, c'est-à-dire que plus la concentration augmente, plus le potentiel osmotique et le potentiel hydrique deviennent faibles. C'est de plus en plus négatif. Alors, pour retenir, pour ne plus vous tromper sur cette notion de potentiel, le potentiel hydrique
ou bien le potentiel osmotique. Ça veut dire quoi le potentiel? Je vais vous donner une astuce vraiment très très simple. Très simple. Le potentiel hydrique, c'est la capacité de l'eau à se déplacer. C'est la capacité de l'eau à se déplacer d'un compartiment à l'autre. D'accord? Donc, c'est la capacité de l'eau, le potentiel, vous pouvez utiliser le terme potentiel, c'est pouvoir, d'accord? C'est la capacité de l'eau à se déplacer. Si j'ai de l'eau qui est dans laquelle je mets des solutés, donc ici, là, le NaCl, ces solutés, qui est le sodium et chlore, vont exercer une force de rétention sur l'eau, sur les molécules d'eau. Est-ce que cette eau va avoir une capacité, une grande capacité à se déplacer? Non, non. Non, donc elle va être freinée. Très bien. Donc, plus le potentiel osmotique est élevé, ça veut dire que la capacité de l'eau à bouger est importante. Ça veut dire qu'elle est moins retenue. Ça veut dire qu'il y a moins de soluté. OK? Donc, un potentiel hydrique élevé veut dire une capacité à bouger importante. Ça veut dire que les forces de rétention sont faibles. Et un potentiel hydrique très bas, ça veut dire une faible capacité à bouger. Ça veut dire que les forces qui retiennent l'eau sont importantes. Et si j'utilise ce raisonnement, ça va être ça qui va me dire comment l'eau se déplace. L'eau se déplace. Alors vous allez me répondre. L'eau se déplace du potentiel hydrique élevé vers le plus faible, ou bien c'est l'inverse, du plus faible vers le plus élevé. C'est Le l'inverse. plus élevé vers le plus Plus faible. faible. Voilà, un potentiel élevé, ça veut dire une liberté plus grande, donc une capacité à bouger plus importante. Donc l'eau se déplace d'un potentiel hydrique ou un potentiel osmotique élevé vers un autre qui est faible, parce que le potentiel signifie la capacité à bouger, ça veut dire que ça reflète la liberté de l'eau en fait. C'est pour ça qu'on dit le potentiel hydrique de l'eau pure est égal à zéro, ça veut dire que là, la capacité, elle est vraiment au maximum. Ça, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est-à-dire l'eau, elle est vraiment libre, zéro, ça veut dire qu'elle n'est retenue par aucune force. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, ça c'était pour le potentiel osmotique. Donc en fait, lorsqu'on met de l'eau dans le sol, pardon, le sel dans l'eau et on arrose le sol, eh bien le potentiel osmotique va baisser. Ça veut dire que la capacité de l'eau à bouger va être limitée. Ça, c'est la première des choses que va faire la salinité au niveau de la plante. La deuxième chose, c'est que la plante, bien sûr, qui est exposée au sodium et au chlore, puisqu'on a le NaCl, c'est ça qui fait la salinité de notre solution, le NaCl va exercer une compétition vis-à-vis des autres ions qui se trouvent dans le sol. Bien sûr, on a fait des cultures dans le pot contient un sol, le sol contient des éléments nutritifs, et ces éléments nutritifs, bien sûr, lorsqu'on arrose avec le NaCl, le sodium et le chlore vont exercer ce qu'on appelle un antagonisme, donc il y aura un antagonisme, exerce une compétition avec les autres ions qui se trouvent dans le sol. Et la salinité peut également affecter la plante par la toxicité elle-même qui est due aux atomes de sodium. Le sodium est très toxique, donc lorsqu'il est présent en grande quantité, peut engendrer, bien sûr, c'est les plantes qui ne sont pas tolérantes, telles que la fève, donc on va avoir une toxicité par l'ion sodium. Alors, donc là, je vous ai donné des éléments clés pour vous aider à comprendre ce qui se passe au niveau des plantes. Alors, rappelez-vous qu'on a dit que la croissance, elle est réduite. La croissance, elle est réduite. Et on va commencer par le premier niveau par lequel peut agir le sodium. Donc, on va commencer par le potentiel osmotique. Comment le potentiel osmotique peut-il affecter la croissance de la plante? Je vous écoute. On a dit que la salinité, elle va avoir des conséquences. OK? Parmi ces conséquences, on a vu que c'était une baisse du potentiel osmotique dans le sol, il va y avoir une compétition vis-à-vis des autres ions, il va y avoir une toxicité. Alors, on va commencer par la baisse du potentiel osmotique du sol. Comment va affecter cette salinité, comment est-ce qu'elle va affecter la croissance? Via le potentiel osmotique. Essayez de faire un raisonnement d'après ce que vous savez jusque-là.
Là, on n'a pas encore parlé du stress oxydatif, d'accord? Là, je vous fais tout simplement, disons, je vous rappelle tout simplement les notions de base que vous avez eues l'année dernière. Comment est-ce que le potentiel osmotique va-t-il affecter la croissance? Tout simplement. Et on a dit que la croissance, c'est quoi? C'est une résultante de plusieurs fonctions à l'intérieur de la plante. Donc, on va essayer de nous rappeler les différentes fonctions au niveau de la plante. Différentes fonctions métaboliques au niveau de la plante et voir leur relation avec cet effet osmotique. Vous pouvez utiliser n'importe quel raisonnement, n'importe quelle fonction physiologique et on va essayer de voir est-ce qu'elle est touchée ou pas par cette salinité. Madame, Oui, vas-y. lorsqu'on pose du sel ou bien lorsque la quantité du sel augmente au niveau du sol, on a une Oui, diminution du potentiel osmotique très bien. et donc une diminution du potentiel hydrique. Oui, Et ça va provoquer un stress hydrique et donc une carence de la quantité de sels minéraux. quel rapport? Oui, c'est un bon raisonnement, mais juste, il manque un tout Et petit donc, détail, oui. et donc Comment est-ce qu'un stress hydrique va engendrer un manque de minéraux? euh, une Oui, diminution oui, d'entrée d'eau oui. Une diminution d'entrée d'eau, oui, et donc une diminution de la quantité de sels minéraux qui vont oui. Très et bien, donc parfait. une Oui. diminution une diminution de la synthèse des sucres et des protéines. Alors, quel rapport entre la baisse des éléments minéraux et une baisse de la synthèse des sucres? Euh, Oui, oui. C'est l'émission de l'entrée du CO2. oui. Comment se fait l'entrée de… je veux dire, quelle est la relation entre la limitation de l'entrée de l'eau et la limitation de l'entrée de CO2? Lorsque L'entrée de l'eau, c'est au niveau des C'est, racines, le CO2, c'est au niveau des feuilles. Donc, j'écoute Sally. Vas-y, Sally, tu peux parler. oui, il y aura une fermeture des stomates causée par euh, le- la, euh, Oui, l'action de l'acide. Le stress hydrique provoque oui. la fermeture des stomates et il y aura une faible entrée de CO2. Effectivement, effectivement. Donc, ce que dit Sally est vrai. Donc, une baisse de potentiel hydrique du sol suite à une baisse du potentiel osmotique du sol va engendrer quoi? Il va engendrer, bien sûr, une difficulté d'entrée d'eau vers la plante. Bien. Alors, si l'eau a du mal à entrer dans la plante, bien sûr, l'eau, c'est elle qui va véhiculer les éléments nutritifs. L'eau, c'est elle qui va véhiculer les éléments nutritifs qui sont absorbés au niveau de la racine. Ils vont être véhiculés vers les parties aériennes, comme le dit Yossra, effectivement. En fait, on a les deux. Ce que dit Yossra et Sally, c'est complémentaire, en fait. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai un abaissement du potentiel hydrique du sol, une difficulté pour l'eau d'entrer dans la cellule racinaire, et même lorsqu'elle rentre, elle est vraiment très faible. Les éléments nutritifs, même s'ils sont absorbés, ils ne vont pas être véhiculés facilement vers les parties aériennes. Donc, on va avoir une carence en éléments minéraux vers les feuilles. Très bien. Et on verra tout à l'heure cette carence qu'elle fait. Deuxième aspect, c'est que lorsqu'on a un stress hydrique au niveau des racines, ça va être ressenti par les racines qui vont synthétiser des substances hormonales telles que l'acide abscisique ou l'éthylène, qui vont être acheminées vers les parties aériennes, qui vont provoquer, vous l'avez vu dans le cours l'année dernière, on a l'acide abscisique qui provoque une fermeture des stomates et donc une réduction de la photosynthèse. Photosynthèse. Très bien. Donc, si j'ai une réduction de la photosynthèse, bien sûr, l'objectif, c'est de réduire la transpiration, effectivement. L'objectif, pourquoi est-ce que la plante, elle ferme ses stomates? C'est pour réduire la transpiration, pour limiter la perte d'eau.
Et si je veux limiter la perte d'eau, je ferme les stomates, mais en même temps que je ferme les stomates, je limite le transport de l'eau et je limite le transport des ions, d'un côté. D'un autre côté, j'ai le messager hormonal qui va aller vers les feuilles pour fermer ces stomates, c'est pour éviter la perte d'eau, bien sûr, mais ça va affecter négativement la photosynthèse. Et donc, le CO2 ne va pas pouvoir entrer correctement à l'intérieur de ma cellule, donc de ma feuille, et je vais affecter la photosynthèse. Je vais revenir à cette absorption minérale tout à l'heure, mais je vais en parler tout de suite. C'est que si jamais j'ai un manque d'éléments minéraux au niveau des feuilles, ok, j'ai un manque d'éléments minéraux, il n'y a pas assez d'éléments minéraux au niveau des feuilles. Supposons que je n'avais pas fermeture des stomates. Supposons que je n'ai pas fermeture des stomates, que j'ai une bonne photosynthèse. Est-ce que, pas photosynthèse, j'ai une bonne entrée du CO2. Est-ce que vous pensez que la photosynthèse va être efficace et que je vais avoir une bonne synthèse de sucre? Même si je n'avais pas fermé les stomates, est-ce que je vais avoir une bonne synthèse de sucre? Je répète ma question. Supposons que j'ai affecté l'absorption au niveau des racines. Parce qu'il y a un manque d'eau, on a dit les éléments minéraux ne vont pas être absorbés, acheminés, véhiculés vers la partie aérienne correctement. Même si les stomates ne se ferment pas et que le CO2 peut entrer, est-ce que je vais pouvoir faire une bonne synthèse de sucre? Non. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Pourquoi à votre avis? Bien. Alors, si j'ai un manque d'éléments minéraux, est-ce que je vais avoir une bonne synthèse de pigments, par exemple? Vous savez très bien que les pigments sont constitués de quoi? Par exemple, si je prends le cas des chlorophylles, j'ai des noyaux porphyriques et j'ai effectivement dedans, il y a du carbone, bien sûr, mais il y a également de l'azote. Il y a également les chlorophylles, le noyau ou le centre de chaque noyau, j'ai quoi? J'ai du magnésium. Donc, toute carence en magnésium ne va pas me permettre de synthétiser correctement les chlorophylles. Il y a également le fer. Vous savez que le fer, c'est un cofacteur enzymatique pour la synthèse des chlorophylles. Il n'intervient pas dans la structure moléculaire, mais il intervient en tant que dans la fonction catalytique, effectivement, de la synthèse des chlorophylles. Donc, toute carence en fer, par exemple, en magnésium ou autre, on va avoir une limitation, et toute carence en azote, on va avoir une limitation en synthèse des pigments. Et dans ce cas, si les pigments ne peuvent pas être synthétisés, même si j'ai du CO2, je ne peux pas avoir de fabrication de sucre. Mais en fait, dans notre situation, on a les deux. On a combinaison des deux. D'un côté, j'ai limitation de l'absorption et donc du transport des éléments nutritifs via le xylème à cause d'une diminution d'absorption de l'eau. D'un autre côté, j'ai une fermeture d'estomac, donc une limitation de diffusion de CO2, donc la photosynthèse est affectée, et dans ce cas, la synthèse des sucres est affectée. Puisque la synthèse des sucres, ça veut dire le carbone est également affecté, donc je n'aurai pas de squelette carboné. Si je n'ai pas assez de squelette carboné et que l'absorption de l'azote, entre autres, est affectée, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir faible teneur en protéines. Alors, il n'y a pas que ça. On verra tout à l'heure qu'il n'y a pas tout simple, il n'y a pas que l'effet osmotique, mais il y a autre chose. Donc, on a dit que la salinité affecte ou diminue le potentiel osmotique, et donc elle diminue le potentiel hydrique du sol, ce qui va engendrer un manque d'eau au niveau de la plante. Donc, on va créer ou générer un stress hydrique au niveau de la plante. Nous avons vu également que ceci aura comme conséquence la synthèse d'hormones de stress. Les hormones de stress par excellence, c'est l'acide abscisique et l'éthylène. Donc, on va voir, là, vous avez étudié l'acide abscisique en tant qu'hormone responsable de pas mal de choses. Vous l'avez vu dans le cours germination, dans le cours phytohormones. Et là encore, on la retrouve. Elle affecte, on a dit, la fermeture et l'ouverture des stomates. Donc, elle est synthétisée au niveau des racines, elle est véhiculée vers les feuilles, ce qui va provoquer la fermeture des stomates. Bon, une fois les fermetures des stomates a lieu, ça va limiter la perte d'eau, bien sûr, c'est bien, mais ça va affecter l'entrée de CO2, c'est-à-dire la photosynthèse. Donc, on aura réduction de la photosynthèse, on aura une baisse de la synthèse des sucres, effectivement, et quand on a baisse de synthèse de sucre, on a baisse
des teneurs en squelette carboné dans notre cellule, puisqu'on a dit que les sucres sont à l'origine de tous les substrats carbonés au niveau de la plante. Et dans ce cas, on va avoir une diminution de la synthèse des protéines et autres molécules, bien sûr, ce qui va se répercuter sur la biomasse, on aura une diminution de la biomasse. On aura le résultat de tout ça, c'est la limitation de la croissance de la plante par la salinité. Est-ce que vous avez vu comment j'ai dit au départ que la croissance, c'est une fonction résultante de plusieurs fonctions? Là, on a parlé de l'absorption, on a parlé de la photosynthèse. Et entre les deux, il y a bien sûr toutes les réactions métaboliques qui permettent la fabrication de protéines, la fabrication de sucre, etc. etc. C'est bon, c'est clair? Alors ça, c'est l'effet osmotique. Maintenant, bon, malheureusement, le temps va trop vite, donc on ne pourra pas s'attarder trop. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. On va voir maintenant l'effet antagoniste. On en a parlé un petit peu, mais on va juste le mentionner avec un peu plus de précision. Voilà, on va juste préciser certaines choses. On va parler maintenant de l'effet antagoniste des ions sodium et chlore eux-mêmes sur les autres ions au niveau de du sol. OK? Alors, on sait que le sodium, il est chargé plus, c'est un cation, et le chlore, il est chargé négativement. Bien. Alors, on a vu l'effet de la salinité via l'effet osmotique. Maintenant, on va voir l'effet antagoniste. Vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Alors, on sait que le sodium, lorsqu'il est présent en quantité importante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer en compétition avec les autres cations. Ça, vous l'avez vu avec M. Hafedi l'année dernière pour nutrition minérale. On a ce qu'on appelle l'antagonisme entre les molécules de même charge. Alors, lorsqu'on met du sodium en grande quantité, les cations vont être limitées, c'est-à-dire l'entrée des cations ou l'absorption des cations tels que le magnésium, le calcium, le fer ou autres, ils vont être limités, donc on va avoir une baisse de leur absorption à cause de ce sodium. On sait très bien que ces ions, ils ont un rôle très important, soit un rôle catalytique, ça veut dire qu'ils interviennent au niveau des cofacteurs. Ils sont des cofacteurs enzymatiques, d'accord? Ils interviennent parfois même dans la structure des enzymes, ils interviennent dans la synthèse de ces enzymes, donc c'est des cofacteurs. Ou bien ils rentrent dans la structure carrément moléculaire de certains éléments importants tels que les chlorophylles ou autres. Donc on a juste donné l'exemple des chlorophylles. Bon, si j'ai du sodium, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir une limitation de l'entrée des cations. Et bien sûr, on sait que les cations, c'est la majorité des ions, c'est des cations. Donc, si la plante est déficiente en cations, est-ce que ça va affecter la croissance ou non? Bien sûr que oui. Et si ça affecte la structure des chlorophylles, est-ce que la photosynthèse va baisser? Bien sûr que oui. La photosynthèse va baisser et donc on va avoir une croissance qui est limitée. D'accord? Alors, le sodium freine l'absorption des cations, ce qui se traduit par une carence au niveau de la plante en ces cations, et ceci va avoir comme conséquence, bien sûr, une baisse de la croissance. Mais on a vu comment la croissance, elle baisse. On l'a déjà mentionné auparavant, donc je ne vais pas répéter ici. Très bien. En fait, vous allez voir que c'est une combinaison de tout ça qui vous donne le résultat. Final que l'on voit, c'est le rendement et la biomasse. On a également un effet dû au chlore lui-même, il ne faut pas l'oublier. Le chlore est un anion, il va rentrer en compétition avec les autres anions. Parmi les anions qu'on a dans la plante, il y a le nitrate, pardon, pas dans la plante, mais dans le sol. C'est le nitrate, par exemple, on a le phosphate, on a le soufre. Tout ça, c'est des anions qui ont un rôle très important, soit catalytique, soit structurel. Et vous savez qu'on retrouve le phosphore et l'azote, même le soufre, on retrouve presque partout en tant qu'élément structurel. Donc, on a l'ATP, vous savez, toutes les bases contiennent donc de l'azote. On a l'ATP contient du phosphore. On a les acides aminés qui contiennent également de l'azote. On contient également du soufre. On a la chlorophylle, où la synthèse du chlorophylle nécessite la présence de ces éléments. Donc, soit on a dit un rôle catalytique, soit un rôle structurel. Donc, l'azote, il fait partie de la molécule de la chlorophylle. Alors, si jamais j'ai beaucoup de chlore, à cause du NaCl, bien sûr, à cause du sel que j'ai dans mon sol, ça va limiter l'entrée de ces anions. Alors, qu'est-ce qui va affecter? Eh bien, toutes les fonctions métaboliques qui nécessitent la présence de ces éléments-là
vont être limitées. Et on a vu un exemple, c'est la synthèse des protéines, qui a été limitée à cause d'un manque, on a dit, de carbone, effectivement, mais aussi de l'azote. Vous voyez comment les fonctions sont perturbées au niveau des feuilles et au niveau des racines. Et comment dire, c'est la résultante de toutes ces perturbations-là qui font que j'ai la croissance qui est limitée. Donc, la perturbation du métabolisme azoté, qui est probablement due à une réduction de l'absorption de l'azote, que ce soit l'azote nitrique ou l'azote ammoniacal. Si l'azote qui est fourni dans le sol, c'est ammoniacal, donc c'est de l'ammonium NH4+, donc il va être limité par le sodium. Il va être, il ne va pas être absorbé à cause du sodium. Mais si c'est le nitrate, le NO3-, il ne va pas être absorbé à cause du chlore. Donc, peu importe, un manque d'azote va entraîner donc une réduction du taux de protéines que l'on a observé tout à l'heure sur le graphique. L'inhibition également de la synthèse des chlorophylles, on l'a vu pour plusieurs raisons, pour le manque d'ions qui interviennent soit directement dans la molécule de chlorophylle, soit dans la synthèse, donc dans les réactions catalytiques qui aboutissent à la synthèse de chlorophylle. Tout ça, ça va aboutir à une diminution de la photosynthèse et donc une réduction de la biosynthèse des sucres. C'est pourquoi on a vu qu'il y a une baisse du taux de sucre, une baisse du taux des protéines. Et on finit avec le troisième effet, c'est l'effet toxique du sodium. Alors bien sûr, ça, on ne va pas trop détailler parce qu'on n'a pas le temps. On sait que l'élément sodium est un élément qui est très très toxique et si jamais il est absorbé et s'accumule en grande quantité dans la cellule, peut entraîner et engendrer la mort de cette cellule. Alors seules les plantes halophytes qui sont capables de tolérer le sodium, qui peuvent tenir et résister et pousser sur des milieux salés. Voilà donc pour ce qui est de cette régulation.